Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour d'horizon de React Native à travers la création d'une petite application pour mobile. Alors dans cette vidéo, on va créer une application qui ressemble à ça. On va utiliser plusieurs systèmes de navigation imbriqués, histoire de voir les choses en profondeur. Donc on va avoir une navigation par onglet qui permet de naviguer entre deux panneaux. Donc cette navigation peut se faire soit en cliquant sur les onglets, soit en glissant, déposant comme ça notre système. On a sur le premier onglet la possibilité de faire une recherche. Donc si je tape ma ville ici, Montpellier, et que je lance la recherche, automatiquement ça va aller chercher la météo de la ville et ça va m'afficher comme ça cette petite liste view avec les différentes températures. Et je peux revenir en arrière et changer de ville au besoin. Alors avant de commencer, on va faire un petit point justement sur ce qu'est React Native et le comparer à d'autres technologies que l'on a déjà vues sur le site comme Ionic ou Apache Cordova. Alors, l'approche de React Native est une approche qui est complètement différente, même si au premier abord ça peut sembler relativement similaire. Donc pour rappel, le principe d'Apache Cordova, c'est tout simplement de créer une application native qui va charger une web view dans laquelle on va mettre notre petite application web en HTML, CSS et JavaScript. Donc globalement, on utilise les langages web pour créer notre application web. Donc c'est une méthode qui fonctionne très très bien, qui permet facilement de créer une application multiplateforme, mais qui a aussi plusieurs inconvénients. Le premier, c'est qu'en général les interfaces sont relativement lentes suivant le type de téléphone sur lequel on visite l'application. Donc si vous avez déjà essayé de faire des choses un petit peu plus complexes telles que des glisser-déposer ou des listes d'images, très rapidement c'est assez lent. Le principal problème aussi que l'on rencontre, c'est que les WebViews sont assez inégales. Donc sur iOS, on a un moteur qui est assez proche de WebKit qui est plutôt performant, mais sur Android, surtout sur d'anciennes versions, on a un moteur WebView qui est vraiment assez daté et qui pose pas mal de problèmes, nous obligeant parfois à embarquer le moteur de Chrome avec l'application, ce qui l'alourdit de manière assez conséquente. Donc React Native propose une approche un petit peu différente. Au premier abord, on pourrait se dire que c'est un petit peu la même chose. On va travailler avec le Virtual DOM qui est propre à React. Sauf que plutôt que de le convertir en DOM réel, il va le convertir en code natif. Donc par exemple, quand on va utiliser la balise de texte comme c'est écrit ici, ce qu'il va faire lui, c'est qu'il va rendre en natif un text element ou un text view, je ne sais pas comment ça s'appelle sur iOS ou Android. Et du coup, notre interface, contrairement à Apache Cordova, va ici être native. Du coup, on va obtenir des performances qui sont beaucoup plus optimales et on va aussi obtenir une expérience utilisateur qui est plus proche d'une application native. Le principal inconvénient qu'on en retirera, c'est que il faut avoir justement ces différents composants. Donc si vous allez sur des cas très spécifiques, parfois vous allez être amené à devoir créer vos propres composants et à interagir avec le code natif. Et là, ça va être un petit peu plus compliqué. Mais dans tous les cas, c'est un problème que l'on rencontrait aussi avec du Apache Cordova. Voilà, donc cette petite présentation étant faite, on est parti et on va reproduire l'exemple habituel de notre petite application de météo. Alors pour commencer un projet avec React, c'est souvent très compliqué, il faut 3 tonnes de plugins et de modules que l'on va télécharger depuis NPM, mais grâce à une initiative qui est l'initiative Create React App, on a la possibilité de créer ça beaucoup plus simplement. Donc la première chose à faire, c'est d'installer de manière globale Create React Native App. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai déjà fait. Et ensuite, on peut créer simplement une application en utilisant la commande Create React Native App et en mettant le nom de l'application que l'on souhaite créer. Donc on est parti, moi je l'utilise Create Native App et on va l'appeler ma météo. Automatiquement il va télécharger les différentes dépendances, tout installer et vous n'avez rien à faire si ce n'est attendre un petit peu. Donc l'installation vient de se finir, je peux faire ensuite cd ma météo et ensuite pour lancer l'application il vous suffit de faire un yarn start. Alors ça ne va pas directement démarrer l'application sur votre téléphone, mais ça va démarrer un serveur qui peut ensuite être exploité pour lancer l'application depuis différents périphériques. C'est quelque chose qui est plutôt pratique et qui repose sur une technologie qui s'appelle Expo. Donc c'est une technologie qui va vous offrir pas mal de fonctionnalités et vous allez même avoir le Live Reload, ce qui est très intéressant. Du coup, il vous montre ici un QR code que vous devrez scanner depuis l'application et il vous donne un lien que vous allez pouvoir coller directement sur votre application. Vous pouvez aussi utiliser expo.io pour configurer un petit peu tout ça. Donc tout de suite, on va s'y rendre. Donc on va faire un coup de expo.io et on va télécharger l'outil gratuit sur Linux. Si vous êtes sur Mac et sur Windows, vous cliquez sur l'icône qui correspond et ça fonctionne assez simplement. C'est un exe ou un DMG, vous le lancez et ça fonctionne. Sur Linux, ça vous donne un fichier qui est un fichier app image. Donc je vais séparer cette fenêtre en deux. Je vais aller dans le dossier téléchargement
et je l'ai déjà téléchargé, donc c'est XDE, je l'ai mis en mode exécution et je peux le lancer. Il vous demandera automatiquement de vous connecter à votre compte GitHub, j'ai absolument aucune idée de pourquoi il fait ça, et ensuite vous allez pouvoir créer différents projets. Donc là, ce que vous devrez faire, c'est ouvrir un projet et ouvrir le dossier qui contient votre projet. Moi, automatiquement, il l'a repéré ici, c'est un petit peu magique, donc je peux cliquer dessus. Basiquement, ce que fait cette interface, c'est qu'elle reproduit le yarn start que l'on a fait. Elle va démarrer le serveur packager comme on l'a fait en tapant la commande yarn start. C'est juste une manière automatisée. L'avantage, c'est que ça vous offre les logs directement qui sont visibles ici et la possibilité de lancer sur un téléphone. Donc si vous connectez votre Android, vous pourrez le lancer sur votre Android. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est le lancer sur un simulateur. Donc moi, c'est ce que je vais y faire dans cette vidéo-là parce que je pourrais comme ça vous montrer l'écran au fur et à mesure. Donc j'ai téléchargé Android Studio et tous les outils liés au développement Android. Ça, je reviens pas forcément dessus parce qu'on en a déjà parlé. Et dans Android Studio, on va dans Outils, Android et AVD Manager. AVD Manager vous permet de voir les Virtual Devices. Et on va prendre le premier qui correspond à de l'Android 7. Hop, et je clique sur le petit bouton lecture. Voilà, comme ça, j'ai mon émulateur qui va rester lancé et on va attendre qu'il démarre. Donc c'est relativement rapide par rapport à avant, je trouve, et du coup, ça on peut le cacher, et je peux lui demander maintenant d'essayer de lancer sur Android. Et cette fois-ci, il va détecter qu'on a l'émulateur qui est lancé, et il va lancer Expo dedans, et charger notre application. Donc notre application est relativement simple, ça va être simplement 3 petites lignes de texte. L'avantage, c'est que vous pouvez, en cliquant ici, accéder à ce menu, donc vous pouvez recharger l'application, et vous pouvez aussi activer le Hot Reloading. Le Hot Reloading vous permet, lorsque vous faites une modification d'un composant, de le recharger à chaud sans recharger l'application. Si je me rends par exemple sur mon éditeur, je vais attendre qu'il charge, voilà, et je vais modifier le app.js, qui est mon composant ici où on reconnaît que l'on a notre petit texte. Si je me décide à retirer cette ligne-là, automatiquement ça va se faire en live. Et vous le voyez, pendant le développement, ça donne une très très bonne expérience. C'est vrai que souvent ce qui est pénible lorsque l'on fait du développement mobile, c'est de devoir réactualiser l'application en permanence. Là au moins avec ces outils-là, ça va être relativement rapide. Donc après, vous pouvez aussi lancer cette application sur votre mobile et comme ça vous allez pouvoir voir les choses un petit peu en live. Donc avant de commencer à taper nos premières lignes de code, quels sont les prérequis qu'il va falloir avoir pour bien suivre cette vidéo-là? Il est important que vous soyez déjà à l'aise avec l'ES6, ça c'est impératif, que vous ayez entendu parler du JSX, je reviendrai dessus un petit peu tout le long de cette vidéo, mais si vous en avez déjà entendu parler c'est mieux, et un petit peu de React. Sachant que même si vous n'avez aucune base avec React et JSX, vous devriez être capable de suivre cette vidéo et de comprendre de quoi il en retourne, mais n'hésitez pas à faire des pauses et à vous rendre sur la documentation si besoin. Alors on va analyser ce premier fichier app.js qui est le fichier qui pilote cette application. Donc d'abord, tout en haut, on importe React. Donc cet objet-là va nous permettre ensuite de créer des composants. Et ensuite, on a un second import où on importe des composants justement au sein de React Native. Donc React Native, c'est la librairie que l'on va utiliser tout au long de cette vidéo et qui permet de créer des composants natifs. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, vous avez le Getting Started qui vous montre quelques petits exemples assez simples pour débuter. Et ensuite, vous avez tout en bas les différents composants. Donc tous ces composants, ce sont des composants natifs que l'on va pouvoir utiliser. Alors faites attention, il y a des composants qui sont partagés entre les deux plateformes et on a des composants qui sont aussi spécifiques. Parce que forcément, il y a quand même des différences entre iOS et Android. Donc il est possible, lorsque l'on crée nos vues, nos composants, d'avoir à la fois une version iOS et une version Android. Donc vous pouvez créer des interfaces qui sont, même au sein d'un même code, vous pouvez créer une interface qui est différente entre iOS et Android. Ça c'est plutôt cool. Donc ici il charge StyleSheet, texte et view. Texte c'est juste pour écrire du texte et view c'est juste une représentation d'une vue, c'est un peu l'équivalent d'une div en HTML. Et texte ça n'a pas vraiment de correspondance pour le coup. Mais vous ne pouvez pas mettre du texte n'importe où, il faudra forcément l'entourer d'une balise texte. Donc ensuite, il exporte une classe app qui étend de React Component, donc ça c'est très important. Ça c'est un composant React classique, ce n'est pas propre à React Native. Et ensuite, on utilise la fonction render. Donc dans cette fonction, on retourne du JSX, donc c'est du Virtual DOM. On utilise une vue et à l'intérieur, on a deux balises de texte qui permettent d'écrire 2 lignes de texte. Pour le style, l'apparence de nos éléments, on n'utilise pas du CSS, mais on met directement un gros objet, qui est un objet de type StyleSheet.
Mais on pourrait aussi bien utiliser simplement un objet comme ça fonctionnerait quasiment pareil. StyleSheet offre quelques petites fonctionnalités, notamment des gains de performance et des vérifications au niveau de vos attributs. Donc si vous mettez une propriété qui n'existe pas, il vous le dira, donc ça peut être un petit peu plus sympa pour débugger. Et cet objet-là est utilisé au niveau des styles, sachant que chaque balise a ses propres styles. Si on se rend sur la documentation et qu'on regarde dans la partie View, hop, donc on descend, on a déjà toutes les propriétés que peut prendre cette balise-là. Donc c'est l'équivalent des attributs en HTML. Et si on descend un petit peu plus bas, on va avoir toutes les propriétés au niveau du style. Hop. Mais si je remonte, hop, ouais, voilà, on me dit style prop type, et à l'intérieur, je peux mettre mes différents styles. Les styles sont assez proches de ce que l'on connaît en CSS, si ce n'est qu'on ne met pas des tirets, mais on utilise du camel case. Alors ça fait beaucoup d'infos à avaler, alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va se créer un petit composant personnalisé qui va être une page à propos. Donc on essaie au maximum, lorsque l'on utilise React, comme la plupart des frameworks modernes, de séparer sous forme de composants pour pouvoir les réutiliser. Donc on va se créer une page About Me. Donc je vais créer un nouveau fichier dans un dossier que je vais appeler Components, et à l'intérieur, je vais l'appeler about.js. Et comme ça, on va répéter ce que l'on vient de dire en écrivant les choses nous-mêmes. Donc d'abord, on importe React from React. Donc ça va nous servir à créer la classe qui va permettre de créer le composant. Je vais laisser l'émulateur à côté. Et ensuite, je vais importer les différents composants dont j'ai besoin depuis React Native. Donc moi, j'écris ça tout simplement comme ça. Dès que j'aurai besoin d'un composant, il me suffira de compléter ici. Ensuite, on doit toujours exporter par défaut une classe qui va correspondre à notre composant. Donc là, on va l'appeler about. Le nom de la classe a finalement assez peu d'importance. Et ça extends de react.component. Ce que vous pouvez aussi faire, plutôt que de mettre react.component, c'est importer juste à cet endroit-là, lui dire j'importe simplement component. À vous de voir ce qui vous semble le mieux. Moi, je trouve cette syntaxe un petit peu capillotractée, donc je préfère utiliser react.component. Mais si jamais vous voyez ça dans la documentation, ne paniquez pas. Ça fonctionne comme ceci. Donc à l'intérieur de ce composant, on peut avoir différentes choses, le constructeur, différentes propriétés, et on a surtout la méthode render. Donc cette méthode permet de rendre le contenu et de rendre notre page. Et à l'intérieur de cette fonction render, vous devez retourner du virtual DOM. Donc ici j'écris du JSX, donc je peux simplement écrire comme ceci, une balise texte, donc je vais pour cela utiliser le composant texte et mettre à propos de moi. À propos de moi. Et ensuite, je vais mettre une autre balise texte où à l'intérieur, je vais avoir un petit lorem ipsum. Alors vous le voyez, il souligne un petit peu tout ça, il n'est pas content. Vous ne pouvez pas avoir plusieurs balises à la racine, donc il vous faut qu'une seule balise. Donc le mieux, c'est de créer une balise neutre, c'est la balise view. Voilà. Donc là, on utilise le composant view et le composant texte. Donc pour les utiliser, il faut les importer. Donc j'importe view et texte. Voilà pourquoi j'avais préparé ça en haut. Donc à l'intérieur de ce texte-là, on mettra simplement du lorem ipsum. Alors je ne sais pas s'il me propose de le compléter, impeccable. Et on met notre petit texte. Si ensuite on souhaite utiliser ce composant au niveau de notre app.js, il suffit de l'importer. Donc ici je peux faire un coup de import et on peut importer n'importe lequel de nos composants. Donc on va l'appeler about from components/about. Maintenant que ce composant est créé, je peux l'utiliser à la place ici par exemple de mon view. Je peux mettre simplement je veux utiliser ce composant là, about, et je l'auto-ferme parce qu'il ne prend aucun contenu à l'intérieur. Et du coup, j'ai plus besoin de ce style-là et je n'ai plus besoin de tout ça. Alors, vous voyez, il y a le hot reload qui se relance, impeccable, et je vois le à propos de moi tout en haut. La statue bar passe par défaut au-dessus, mais vous inquiétez pas, on l'enlèvera plus tard. Et on a nos textes. Si maintenant je veux le styliser, il faut que j'utilise le style. Pour connaître le style qui est disponible au niveau de mes textes components, je regarde le texte component. Alors là, dans la documentation, c'est toujours foireux de trouver les bons trucs. Voilà. On a le texte component. Et si je descends un petit peu dans les styles, il supporte tous les styles que supporterait la view, plus ces styles supplémentaires. Et on reconnaît, c'est des choses assez proches du CSS. Alors ces styles-là, vous pouvez les mettre directement au niveau de vos divs. Par exemple ici, je peux lui dire je veux le style et je vais utiliser un objet. Donc là, j'ai créé un objet où je mets un font size de 22 et je mets par exemple un margin bottom de 20 pixels.
Si je fais ça, ça va fonctionner. Le problème, c'est que c'est pas forcément facile à repérer. Si on commence à mettre tous les styles comme ça en ligne, ça ne va pas être très pratique. Donc la solution, hein, c'est comme on vous le montrait dans la documentation, vous importez Style Sheet tout en haut, et ensuite vous créez une constante que vous appelez style ou comme vous voulez, et vous créez votre objet. Et si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser stylesheet.create avec un C minuscule. Par exemple, nous on va dire, bon, pour le title, et on va reprendre ce que l'on a écrit. Je veux un font size de 22 et un margin bottom de 20. Et après, à l'intérieur, à cet endroit-là, plutôt que d'utiliser un objet directement, je peux faire une référence à ce style-là. Et ça permet comme ça d'avoir un code qui est plus propre. Ce que vous pouvez faire aussi, et on le fera pour des éléments un peu plus génériques, c'est créer un fichier JS qui va déclarer tous vos styles, un peu comme une feuille de style que vous partageriez partout dans votre application. Alors comme je vous le disais, l'avantage du style sheet, c'est que si vous mettez quelque chose qui ne fonctionne pas, je crois que font ça n'existe pas, voilà, vous tombez sur une erreur où on vous dit font is not a valid style property et on vous explique les choses. Si j'avais utilisé un simple objet comme ceci, je sais pas, mais on obtient une erreur qui est moins... Voilà. Voilà, il la complète assez bien, mais ça permet d'avoir une erreur là directement renvoyée et au moins on ne fait pas d'erreur. Voilà. Donc ici c'est font size. Et j'enlève cette petite alerte. Voilà, donc là j'ai mon petit about me. De la même manière, si je veux séparer ça par rapport au bord, je peux mettre un style sur mes vues. Et là, hop, pareil, je me dis style, je vais mettre un margin de 20 sur les côtés, en haut, en bas, partout. Et on appellera ce style view plutôt. Et après, je peux l'utiliser pour ma vue. Style égale, hop, style.view. Donc pour le coup, hein, même si vous le voyez, ça écrit en natif, c'est quelque chose qui est relativement proche de ce que l'on pourrait écrire de manière générale avec de l'HTML et du CSS. Du coup ici, n'hésitez pas à mettre en pause un petit peu cette vidéo et essayer d'autres composants. On va en essayer 2-3, mais si on veut le petit loader, alors non, c'est tout en haut. L'Activity Indicator, c'est un petit système qui va vous permettre de mettre un petit indicateur. Et à chaque fois, vous avez des petits exemples qui vous permettent de voir comment ça fonctionne. Mais ce qu'il faut lire en général, c'est les propriétés. Animating, c'est un booléen. Est-ce qu'on veut l'animer, la couleur et la taille. Donc si on veut l'utiliser, on commence par le charger tout en haut. Donc là, c'est async. Non, c'était Activity Indicator. Ensuite, on peut l'utiliser, donc Activity Indicator. Là, ça va être une balise auto-fermante vu que l'on n'a pas de texte à l'intérieur. On précise la couleur, on va mettre du rouge bien dégueulasse. Ensuite, on précise la taille, donc on va mettre large. Et animating, et là, on va le mettre à true. Voilà. Donc je sauvegarde et hop, je vais me retrouver comme ça avec mon petit indicateur qui va être en dessous. Donc pareil, je peux lui donner les mêmes styles que ma vue. Si je veux lui donner du padding, je peux récupérer, hop, par exemple, style.view. Et comme ça, il aura une marge de 20 et il sera un petit peu plus espacé par rapport à mon texte. De la même manière, si vous voulez en utiliser plusieurs, ce que vous allez voir, c'est qu'ils vont s'empiler. Si vous souhaitez faire des layouts un petit peu plus complexes, vous avez tout un système qui permet de positionner correctement les éléments et ça utilise quelque chose qui est à peu près similaire à du Flexbox. Là, si on veut les aligner du coup l'un par rapport à l'autre, il faut les entourer d'une view. Voilà, hop. On met nos deux activity indicators à l'intérieur. On essaie de correctement mettre les choses. Et ici, dans le style, on va le mettre en inline pour le coup, c'est juste pour l'exemple. On met en flex 1 et ensuite on peut choisir le flex direction. Et on va préciser que c'est sur une ligne, comme ça. Et hop, là, c'est une chaîne de caractères, attention. Et j'ai perdu mon émulateur. Et cette fois-ci, les deux éléments sont comme ça, alignés l'un par rapport à l'autre. Et après, vous avez plein de trucs. Par exemple, vous pouvez faire un justify content et mettre un space between, histoire que les éléments soient espacés correctement. Ça reprend un petit peu les flexbox en CSS pour le coup, c'est un petit peu le même principe. Bon, on aura l'occasion d'en revenir dessus quand on créera notre liste qui sera un petit peu plus complexe. Pour l'instant, on va fermer cette partie view et on va laisser simplement mon texte. Et on va se créer un autre composant qui sera le composant qui permettra de rentrer la ville que l'on recherche. Donc on est parti. Je vais aller dans le dossier component et créer un fichier search.js. À l'intérieur, on importe donc React from React.
Et ensuite, on importe les différents composants dont on a besoin, from React Native. Ensuite, on crée notre classe, export default class, et notre classe, on va l'appeler home, et ça extends de react.component. À l'intérieur de cette classe, on fait un render, et on va rendre notre petit champ. Donc on fait un return, et dans le virtual DOM, on va utiliser le text input. Alors, si on regarde dans la documentation, dans la partie texte, on a aussi text input qui permet de faire un champ. Donc ce champ aura une apparence différente, évidemment, suivant la plateforme sur laquelle on se trouve. Sur iOS, les champs n'ont pas la même apparence que sur Android. Donc on va copier ce petit truc-là, et on va l'écrire au niveau de notre code. Donc ils font un text input, ils mettent un style par défaut, donc là il entoure par exemple d'une bordure en lui mettant une hauteur particulière, ce qui est plutôt pas mal. Et ensuite, on va effacer ça, histoire justement de voir ensemble comment on peut gérer notre champ. Donc je sauvegarde et il va me sortir une erreur parce que je n'ai pas le text input ici. Et ce composant, c'est le composant qu'on va utiliser pour le app.js. Donc on va enlever notre about, on va le garder tout en haut, mais on ne va pas le mettre dans notre vue et on va plutôt mettre la home. Voilà. Alors si jamais ça reste bloqué ici, vous pouvez choisir de recharger l'application et c'est censé la recharger. Si ce n'est que ça ne s'appelle pas home mais search, autant pour moi. Voilà. Et cette fois-ci, on voit que ça recharge et qu'à l'intérieur, on a notre champ. Et c'est ce que je vous disais, par défaut sur Android, les champs ont un liseré en fait. Donc il met quand même cette bordure. D'ailleurs, c'est un peu chiant. Hop, on va mettre une view à l'intérieur de laquelle on va mettre notre champ et on va mettre une super marge sur cette vue, histoire qu'on ne soit pas gêné par la barre de statut, que l'on enlèvera, je vous le rappelle, juste après. Donc margin top, margin... Alors si vous voulez mettre un margin top et bottom, vous avez margin horizontal. Ça c'est vrai que c'est pas disponible en CSS, mais c'est plutôt pratique. Et là on va mettre du 40, histoire d'être relativement large. Et il me dit qu'il ne trouve pas le composant view, parce qu'effectivement si on l'importe pas, on va pas aller loin. Import view from React Native. Vous allez apprendre à importer les choses au fur et à mesure, hein, je peux vous le dire. À chaque fois, il faudra importer tout le temps. Et c'est un import vertical, c'est un margin vertical que l'on veut faire plutôt. Voilà à quoi ressemble en fait le champ. Si vous souhaitez enlever ce liseré, il y a une propriété alors qui du coup ne sera supportée que par Android. Hop, c'est vous cherchez search. C'est la propriété underline color Android. Et vous mettez à l'intérieur transparente. Voilà, et ça permet en fait d'enlever cette ligne et de la rendre transparente. Et ça permet d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus clair pour l'utilisateur. Alors maintenant, on a envie de pré-remplir ce champ avec une ville juste pour l'essai. Donc on va utiliser pour cela un système de state. Un state permet de représenter l'état de notre composant. Donc en général, le state, on va le définir dans le constructeur. Donc dans le constructeur, on va prendre des propriétés. Et ensuite, on va appeler la méthode parente en faisant un super de props. Et ensuite, on peut déclarer notre state en faisant this.state égale, et on va lui mettre la propriété city, qui sera la ville de Montpellier. Ensuite, au niveau de mon text input, je peux lui dire que la valeur de mon champ, ça sera le this.state.city. Si je fais ça, il va me sortir une petite erreur, parce qu'il me dit que null is not an object. Alors ça, c'est dû au hot reload. Hein. Si je recharge mon application complètement, cette fois-ci, il remplit Montpellier. C'est dû au fait que quand il fait du hot reload, il recharge votre composant, mais il ne recharge pas son state. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir ce genre d'erreur. Maintenant, ça fonctionne correctement, mais le problème, c'est que si je commence à taper des choses dans le champ, j'ai la mauvaise surprise de me rendre compte que je ne peux rien taper. Parce que le virtual DOM, lui, re-rend toujours en disant le state ne change pas, donc je rends toujours Montpellier. Et mon champ reste bloqué à Montpellier. Donc on a des événements entre guillemets sur les champs. Donc si vous descendez un petit peu plus bas, ou même rien que sur l'exemple, vous voyez qu'on a cette méthode onChangeText. C'est une méthode qui est lancée à chaque fois que le texte change. Donc nous, globalement, il faut lui dire dès que le texte change, il faut que tu mettes à jour le state du composant. Donc ici, on va lui dire onChangeText, je veux que tu lances une fonction. Donc cette fonction prendra en paramètre le texte, et voilà ce qu'elle devra faire. Donc moi, par exemple, je vais créer une méthode qui va s'appeler this.setCity, et on lui passera la ville, comme ceci. Maintenant, je peux créer cette méthode-là, donc je fais une méthode qui va s'appeler setCity, elle prendra en paramètre la ville, et ensuite, elle se chargera de modifier le state.
Pour modifier le state avec React, il faut le faire de manière explicite. On fait un vis.setState et on lui dit le nouveau state à utiliser. Donc globalement, on peut lui dire juste « Je veux que tu mettes dans City le nouveau texte ». Voilà. Et c'était ce truc-là. Et on peut même simplifier les choses en mettant simplement City du coup. À vous de voir ce que vous semblez le plus naturel, et si ça vous gêne d'écrire les choses comme ça, n'hésitez pas à écrire City2.city. Du coup, je sauvegarde, hop. Je vais regarder au niveau de mon émulateur, et si je commence à taper des choses, cette fois-ci ça fonctionne correctement. Et le state de mon composant est bien changé. Donc plus tard, je pourrai utiliser ce state pour aller vers la vue suivante, qui permettra de faire la recherche et de trouver la météo de Montpellier. Alors on pourrait se demander ici pourquoi j'ai pas simplement écrit ceci, vis.setCity, tout simplement parce que je veux que le vis qui est à cet endroit-là fasse bien référence à l'objet. Donc avec la fonction fléchée, ça permet d'avoir vis qui fait toujours référence à mon composant. Alors maintenant on va parler un petit peu de la navigation au sein d'une application mobile et comment déjà faire en sorte que l'utilisateur puisse alterner entre la fonction de recherche et notre petite page à propos que l'on a créée précédemment. Donc si vous vous rendez sur la documentation et que vous cherchez navigation, donc vous avez une partie dans les guides et de manière surprenante, on n'a pas grand chose au niveau des composants, on a juste ce navigateur iOS. En fait, c'est un package séparé qui permet de gérer la navigation et ce package s'appelle React Navigation. Et c'est ce que vous voyez, un petit peu plus bas on vous donne quelques exemples et vous pouvez aller sur cette page-là qui vous donnera une introduction aux différents navigateurs. Donc la première chose que l'on doit faire c'est de l'installer. Donc je vais ouvrir un nouveau terminal et je vais me rendre dans mon projet. Voilà, et je vais faire un coup de yarn, add react-navigation. Ce composant nous donne accès à des sous-composants qui sont le Stack Navigator, qui permet en fait de faire une navigation empilée. Donc c'est le type de navigation que l'on retrouve classiquement. Vous cliquez sur un lien, vous allez aller sur une autre vue et en appuyant sur arrière, vous pouvez revenir en arrière. C'est ce qui est montré dans le petit gif ici. Voilà, vous cliquez, vous allez sur un autre. Le type d'animation diffère en fait suivant l'OS, mais vous pouvez essayer d'uniformiser ça. Nous, on va rester sur du classique. Et ensuite, vous avez aussi le Tab Navigator qui vous permet d'avoir une navigation avec des onglets en haut ou en bas de l'interface. Le Drawer Navigator qui vous permet de sortir un panneau depuis la gauche de l'écran. Donc, c'est pratique pour les sous-menus. Et c'est tout. Voilà. Donc, c'est entre ces trois navigateurs que vous allez osciller et vous pouvez les empiler les uns sur les autres. Donc nous, on va commencer par quelque chose de simple. On va créer un Tab Navigator. Donc il vous donne un exemple où il crée deux composants et ensuite il les lie grâce au Tab Navigator. Donc nous, ces deux composants, on les a déjà créés, donc on peut simplement créer le Tab Navigator. Donc on est parti. Je vais me rendre sur mon app.js. On va importer un objet vide from React Navigation que l'on vient d'importer du coup. Et si on veut importer le Tab Navigation, on importe Tab Navigation, un Tab Navigator. Ce Tab Navigator fonctionne de manière relativement simple. Vous créez une constante que vous allez appeler tabs ou comme vous voulez, et vous utilisez Tab Navigator et vous lui passez en fait tout un tas de paramètres qui va permettre de le configurer. Le premier paramètre sert à définir les différentes vues qui vont composer nos onglets. Donc on va avoir une vue Search qui correspondra à l'écran qui contiendra le composant Search. Et on aura une autre vue que l'on va appeler, nous on l'avait appelé About, qui contiendra dans son écran About. Rien qu'en faisant ça, vous devriez normalement avoir le système d'onglets. Du coup, à l'intérieur de votre vue, à cet endroit-là, plutôt que d'utiliser une vue standard, vous pouvez lui dire « Je veux que tu charges ce navigateur ». Et je l'auto-ferme tout de suite. Donc je n'ai plus besoin de la partie View à cet endroit-là. Si je regarde au niveau de mon terminal, il me sort une petite erreur et il me sort pas mal de problèmes. Alors ça peut arriver si jamais vous avez fait des imports, des choses comme ça en plus. Dans ce cas-là, n'hésitez pas sur XDE à tout redémarrer. Au moins, on est sûr que ça vient pas de là. Et côté téléphone, hop, on ferme tout en cliquant sur l'icône du multitasking. Voilà, on va le laisser redémarrer tranquillement. Et ensuite, on va l'ouvrir sur le périphérique. On voit du coup que l'on n'a plus d'erreur, ça fonctionne correctement. Alors faites attention, c'est vraiment quand vous faites des imports supplémentaires, parfois il faut redémarrer carrément le système pour qu'il les prenne en charge. On voit qu'on se retrouve du coup avec nos deux petits onglets tout en haut, Search et About. Sur iOS, ces onglets seront en bas et auront un style différent.
Si vous le souhaitez, vous pouvez les personnaliser. Mais avant même de faire ça, on va en profiter pour personnaliser cette foutue barre de statut qui nous gêne ici. Donc la barre de statut se gère au niveau des composants React Native. Il faut chercher statut bar. Non, pas iOS, juste statut bar, voilà. Et on vous explique, voilà à quoi ça sert, et on peut la cacher. Nous, c'est plutôt ce qu'on veut faire, hein, on s'en fiche complètement. Donc là, du coup, on va créer une fausse vue. Ouais, j'aurais pas dû l'enlever. Et je vais en profiter en même temps que j'ai mon système de tabs à l'intérieur pour mettre une statut bar. Donc c'est status bar hidden true. Et je l'auto-ferme. J'ai besoin d'importer ces deux composants. Donc on va revenir sur ce que j'ai écrit. J'importe le view et le statut bar from React Native. Voilà. Et là, pour le coup, au niveau de mon émulateur, je vais avoir mes deux onglets. Je vais recharger, peut-être que le hot reload a fait des siennes. Et je suis censé voir mes onglets et tout ça. Et je vois que je vois rien. Alors ça, c'est au niveau de votre vue, il faut que vous mettiez le style flex à 1. Sinon, en fait, le système de tab ne sait pas quel espace occuper et il occupe, comme vous le voyez, absolument plus aucun espace. Ce qui n'est pas forcément terrible. Donc en remettant le flex à 1, ça vous permet de mettre bien les éléments. Et on a ce style par défaut pour les tabs, donc c'est le style Android 7, je crois que 6 c'est à peu près le même style, après si vous revenez un peu plus avant c'est un petit peu différent. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait le personnaliser. Donc sur la documentation, alors ce n'est pas la documentation de React Native mais celle des React Navigation, vous avez, hop, si vous cliquez sur Tab Navigator, un petit peu plus bas, les différentes choses que vous pouvez configurer. Donc en second paramètre, vous avez le Tab Navigator Config qui peut avoir toutes ces propriétés là. Donc on va en voir quelques-unes ensemble, histoire que vous voyez de quoi il en retourne. Donc ici, c'est le premier paramètre, je lui précise un second paramètre. Je peux commencer par choisir la position de mes onglets. Je ne suis pas forcément fan du fait qu'ils soient en haut, même si c'est naturel pour quelqu'un qui est sur Android. Moi, sur mon design, c'était en bas, donc je vais le mettre en bas. Vous pouvez changer aussi le type de composant que vous souhaitez utiliser. Il y en a deux, il y a le tab bar top et tab bar bottom. Là, on va rester sur le composant par défaut. Vous pouvez ensuite préciser les options pour la tab bar. Donc c'est tab bar options. Et là, vous avez tout un tas d'options. Vous pouvez lui dire par exemple, je veux que tu affiches des icônes, mais je veux pas que tu affiches les labels. Dans ce cas-là, il faudra préciser des icônes au niveau de mes deux onglets. Si je sauvegarde comme ceci, hop, je vois que ça se positionne en bas et je n'ai plus les labels. Et après, il faudra préciser les icônes. Je peux aussi changer la couleur lorsque j'appuie. Je vois que c'est un blanc. Bon, pour le coup, ça sert pas à grand chose, mais si vous le souhaitez, vous mettez un press color et on va mettre du rouge. Et vous pouvez aussi changer l'opacité de ce petit truc là. Et ça donne comme ça cet effet rouge. Vous pouvez aussi changer l'apparence de votre barre complète et l'apparence de vos tabs. Ça se fait via l'option label style pour les labels. Vous avez tab style, je crois, quelque part. Icon style, label style, tab style et style de manière générale pour toute la barre. Donc nous, on va changer pour adapter un petit peu plus à nos couleurs. Donc hop, là, il est où l'émulateur? On va changer le style général. Donc on va changer le background color. On va mettre un joli rouge. Donc c'est A2273C. Donc si je sauvegarde, ça passe au rouge, impeccable. Je change le border top width. On va mettre une petite bordure de 1. Et je change le border color. Et je vais mettre la même couleur, mais en plus foncé. Je vais utiliser mon IDE comme ça pour essayer d'affiner ça. Donc on fonce, on fonce, on fonce. Voilà. Donc si je sauvegarde, j'ai maintenant mon petit style. Si je veux changer le couleur de cet indicateur-là, il faut que je change le indicator style. Bon, pour le coup, c'est juste de la configuration. Hein. Vous le voyez, je peux changer la hauteur de cet élément-là. Et comme ça, il sera de 2. Il sera un petit peu plus gros. Et je peux changer son background color. Background color. Et on va le mettre en blanc. Voilà. Et comme ça, j'ai quelque chose qui est un petit peu plus en accord avec mon idée originale. Alors vous vous dites, ok, c'est bien sympa, mais comment tu vas faire maintenant pour mettre des icônes à cet endroit-là? Alors les icônes peuvent se gérer à deux endroits. Ça se gère, alors je ne sais pas si on le voit dans l'exemple. En descendant.
Vous avez la possibilité, en même temps que de préciser le screen, de préciser tout un tas d'options pour votre navigation. Mais ce que vous pouvez aussi faire, et c'est quelque chose qui est plus intéressant selon moi, c'est de le mettre directement au niveau de votre composant. Donc dans votre composant about.js, vous pouvez avoir une méthode statique, navigation options. Alors ça peut être une méthode ou simplement un objet qui doit renvoyer les informations. Et ces informations sont disponibles ici. Donc vous avez le titre qui servira au titre pour le header. Mais dans le cas des tabs, ça sert pas à grand chose. Vous avez le tab bar visible qui vous permet de dire si oui ou non on doit voir la barre lorsque cette vue est affichée. Le tab bar icône pour afficher une icône et le tab bar label. Donc nous typiquement on a besoin juste du tab bar icône. Donc ici pour la partie navigation on va mettre tab bar icône de point. C'est une fonction qui prend en paramètre deux choses. Enfin un objet qui a le focused, est-ce que c'est vrai ou non, et tint color qui est la couleur qui aurait été choisie en amont par les options ici. Alors, il y a une option qui doit correspondre à la teinte. Et après, vous rendez à l'intérieur ce que vous voulez, suivant que l'élément soit actif ou non. Moi, pour le coup, je ne donne aucun paramètre parce que je n'ai besoin de rien. Et là, vous retournez votre composant. Donc, pour le coup, on va simplement retourner du texte et mettre recherche. C'est juste pour l'exemple. Et on enlève le Activity Indicator en haut parce qu'on n'en a plus besoin. Et ça me semble plutôt correct, si ce n'est que j'ai oublié le return ici. Impeccable. Donc si je reviens sur mon émulateur, il me re-rend et on voit qu'il essaie d'écrire l'icône et ça donne un petit peu n'importe quoi. Parce qu'effectivement, il s'attend à avoir une icône, il a du texte, donc il place ça comme il peut. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des images. Donc on va importer une petite image que l'on va mettre dans un dossier icons ici. Et on va l'appeler user.png. Donc cette icône, je l'ai déjà à cet endroit-là, elle ressemble à ça, donc je vais simplement la copier dans ce dossier-là. Et je remplace. Si je veux maintenant utiliser cette icône user.svg au niveau de mon about, plutôt que d'utiliser le texte, j'utilise le composant image. Donc là, ça veut dire que je dois l'importer tout en haut. Et ce composant image, il ne prend rien à l'intérieur et il a un attribut qui est important qui est la source. Alors pour lui préciser que je veux charger cette image-là, j'utilise un require et je vais charger le fichier qui se situe au même niveau dans le dossier icons et qui s'appelle user.png. Et là, automatiquement, ça affichera une image. Alors parfois, vous pouvez avoir ce petit problème-là, donc vous devez recharger. Si ça continue à persister, c'est le même problème que tout à l'heure, c'est qu'il faut redémarrer votre système pour qu'il prenne en compte cet import de PNG. Pendant qu'il est en train de faire son petit truc là, ici je vais quitter et revenir à l'accueil. Je vais le laisser continuer et on va importer aussi un autre fichier qui est home.png qui servira pour la partie recherche. Si vous vous demandez pour l'import de SVG, j'avais fait quelques petits essais, c'était pas très concluant. Je crois qu'il faut utiliser un composant particulier pour les SVG. La balise image ne supporte pas les SVG. Donc on va recopier cette partie-là. On va aller dans le... Donc c'était search. Voilà. On va créer le truc statique. Et à l'intérieur, on va charger non pas user.png, mais home.png. Et au niveau de XDE, je redémarre sur Android. Et il me sort une petite erreur. Le truc est déjà en train de démarrer. Alors hop, je vais fermer les trucs qui auraient été déjà ouverts. Voilà. Et je redémarre. Pour les images aussi, si vous voulez éviter d'avoir des surprises, vous pouvez préciser une largeur et une hauteur. Donc ici, on va mettre style égale width 2.20 et height 2.20. Sinon, il les place n'importe comment suivant la taille du fichier original et ça donne des mauvaises surprises. Et je vais aller dans About et mettre le style ici aussi. Ah oui, non. Effectivement, il le met en rouge parce que ça doit être un objet. C'est moi, j'ai pas l'habitude de travailler sur un petit écran, enfin sur un petit espace comme ceci. Voilà. Et il me sort une petite erreur, il ne trouve pas image. Hop, parce qu'il faut que je pense à l'importer à la fois dans About, mais si je l'importe pas dans Search, ça va pas forcément le faire. Voilà. Et cette fois-ci, je vois qu'en bas de mon interface, mes deux éléments sont visibles et ont la bonne icône. Voilà comment on peut styliser les choses. Et par défaut, si vous le voyez sur Android, alors je ne sais pas du tout, j'ai pas essayé encore malheureusement sur iOS, mais on peut comme ça passer de l'un à l'autre avec un glisser-déposer, donc ça donne une interface, quelque chose que l'on connaît déjà sur Android. Donc c'est plutôt sympa et ça arrive
tout seul. Par contre, si vous voulez qu'on passe de l'un à l'autre grâce à une petite navigation ou un bouton, on peut le faire aussi. Donc on va créer un petit bouton. Et on va renommer d'ailleurs cette partie About, on va pas l'appeler à propos de moi, mais à propos de l'application. Et juste en bas, on veut faire une recherche. Donc pour faire une recherche, on va utiliser un bouton. Donc on va importer le composant button. Ensuite, on va créer notre bouton. Donc pareil, il a une apparence un petit peu particulière par défaut. Et on va lui dire, lorsque tu appuies, je veux que tu ailles sur la page recherche. Donc on va appeler cette méthode search. Donc on va utiliser la fonction fléchée et on lui demande de faire un vis.search. Et ensuite, à l'intérieur de ce bouton, on mettra rechercher. Donc pareil, ces boutons vont avoir une apparence qui n'est pas forcément tip-top. Et on me dit the title prop of a button must be. Alors hop. Et effectivement, hop, les boutons, ce sont des balises auto-fermantes et on a un attribut title dedans qui sera le titre du bouton, rechercher. Donc je sauvegarde, ça s'affiche correctement, l'autre reload a fonctionné et j'ai maintenant mon bouton recherché. Lorsque je clique dessus, il faut qu'il appelle la méthode search. Donc je crée cette méthode là et là on doit lui demander de naviguer vers la partie search.js. Alors comment on peut faire ça? Lorsque on a un composant qui est une navigation, il a accès à une propriété qui est navigation. Donc si vous faites un console.log vis.props.navigation, ça va vous donner en fait la navigation. Donc je sauvegarde, je ne sais pas si ça va forcément se voir ici, je clique sur rechercher, et si je regarde au niveau de l'IDE, ça ne me sort pas grand chose malheureusement. Alors on va essayer de recharger, hop, reload. Je vais ici, je clique sur rechercher, voilà, ça me donne le state, et j'ai la clé qui concerne en fait la route sur laquelle je suis. Ce que je peux faire sur cette navigation, c'est lui demander de naviguer un élément particulier. Donc je fais navigate et je lui donner le nom de la route. Le nom de la route va correspondre à ce que j'ai mis en clé. Donc je veux que tu ailles sur la route qui est search, comme ceci. Donc là c'était about, voilà. Donc automatiquement il ira naviguer sur cette route-là. Et j'enlève maintenant mon console.log qui ne sert plus à rien. Je sauvegarde. Je clique ici et je vois que ça me ramène bien sur Montpellier. Impeccable. Donc maintenant, on va passer à cette vue-là. Donc cette vue-là, on va rajouter une petite marge et on va créer un petit bouton pour soumettre notre formulaire. Donc on est parti. Hop. Je reviens sur mon search.js. J'importe la partie button. Hop. Je vais me rendre en dessous de mon text input et créer mon bouton. Au niveau du bouton, je vais lui donner un style particulier. Et là, je suis un petit peu embêté parce que j'aimerais bien utiliser le même style un petit peu partout. Donc, on va créer une sorte de style global. Donc, on va le faire juste après. On va juste mettre en onPress. Et on va utiliser une méthode que l'on va appeler this.submit. Donc, lorsque tu cliques, je veux que tu soumettes le formulaire. Et le titre, ça sera recherché. Voilà, alors pourquoi il me souligne tout ça en rouge? Oui, effectivement, il faut que tout ça soit entouré au moins d'une balise. Donc on va mettre une balise que l'on va appeler view. Comme ceci. Comme ça, au moins, il arrêtera de râler. Alors cette balise n'a pas été importée, donc je l'importe. Voilà, view, image, button et view. Ok, impeccable. Et au niveau de ma partie about, on va mettre chercher une ville plutôt. Rechercher une ville. Et comme je l'ai dit, j'ai besoin d'un style global. Donc ce style, on va se le mettre... bon, là, j'ai pas trop d'idées. On va le mettre à la racine. On va l'appeler style.js. À l'intérieur, on va importer depuis React Native. Je fais toujours ça dans le désordre en fait, parce que comme ça me permet d'avoir l'autocomplétion. Et on va importer stylesheet. Et là, on fera un export default stylesheet.create et on crée notre objet. On va créer pour, par exemple, le bouton, un style particulier. On va mettre un background color et on utilisera le rouge de tout à l'heure. C'était A2273C. Ce rouge-là, si on souhaite l'utiliser à plusieurs endroits, on pourrait créer une variable pour pouvoir le répéter. C'est l'avantage d'avoir du JS pour faire du style, c'est qu'on peut utiliser des variables et faire un petit peu ce que l'on veut. Et on va mettre une couleur aussi. Je ne sais pas s'il le supporte, mais normalement oui. Et on va mettre du blanc. 1, 2,
cible. Voilà, impeccable. Maintenant, ce que je peux faire dans mon search.js, c'est importer ce style-là. Donc, je fais import style from, donc c'est à la racine, c'est style.js. Et à cet endroit-là, du coup, au niveau de mon bouton, je peux lui demander de styliser le bouton en utilisant style.button. L'avantage, c'est que je peux maintenant utiliser ce style partout où je le souhaite. Donc dans mon about.js, je peux lui demander de styliser le bouton de la même manière. Et dans ce cas-là, tout en haut, il me faudra importer juste le style from style.js. Voilà. Et ça ne semble pas avoir beaucoup d'effets. Si je regarde sur la documentation, ça m'étonne. Je vais sur la partie bouton, on m'explique. Autant pour moi, hein, parce qu'en général, j'utilise une autre librairie en fait qui s'appelle Nachos UI. D'ailleurs, c'est le bon moment pour en parler. Sur React Native, vu que vous pouvez utiliser un système de composants, tout le monde peut créer ses librairies. Il y a plein de librairies qui se sont créées, qui vous offrent des trucs à la Twitter Bootstrap si vous voulez, des styles préconçus. Et moi, c'est vrai que j'ai l'habitude d'utiliser celui-là pour essayer d'avoir une interface qui est à peu près cohérente. Dans le cas des boutons natifs, en fait, c'est un petit peu différent. Sur iOS, en fait, on a juste du texte que l'on peut personnaliser avec l'attribut couleur. Et sur Android, ça a une couleur de fond. Donc ici, si vous le souhaitez, voilà, on vous montre la différence en fait. Ça ressemble à ça sur iOS et ça ressemble à ça sur Android. Du coup, là, ce que l'on va faire, c'est que je vais peut-être changer ça. Je vais plus utiliser style sheet, je vais simplement faire un objet. Ce qui me permettra de récupérer les valeurs beaucoup plus simplement. Et on va ici exporter la couleur et on va stocker le rouge. Voilà. Ça sera beaucoup plus simple et quand je vais souhaiter l'utiliser, je pourrai à cet endroit-là, donc dans mon about.js, lui dire que pour la couleur, je vais utiliser color. Je pourrais même appeler ça thème pour le coup. Bon, on va pas s'embêter, on va laisser global style et on utilise la couleur à cet endroit-là. Et là, automatiquement, la couleur passe au rouge. Et de la même manière, sur la partie search, on fera la même chose. On mettra color égale style.color. Je me dis aussi que ça serait pas mal au niveau de la recherche de mettre un petit peu d'espacement. Donc au niveau de mon about.js, je vais enlever la partie view ici. Et je vais créer au niveau de mon style.js un style pour les containers. Et pour les containers, on dira qu'on aura une margine de 20. Vous voyez où je veux en venir. Je peux ensuite, au niveau de mon search.js, lui dire qu'au niveau du style, je souhaite utiliser le style.container. Et je pourrais faire la même chose au niveau de mon about.js. Et je vais pouvoir sortir ce style-là aussi. Et globalement, je n'ai plus besoin de ce global style. Je crée une sorte de feuille de style personnalisée. Donc on est reparti. Là, donc j'ai tout qui est bon. Dans le style.js. Pour le title, je vais mettre un font size de 22 et on avait dit un margin bottom de 20. Et au niveau de mon about.js, je peux changer. Donc je vais réimporter simplement en l'appelant style. La vue, ça va utiliser style.container. Ensuite, le texte, ça va utiliser style.title et le reste style.color. Impeccable. Au niveau de mon search bar, j'aimerais bien avoir un petit espace en dessous. Donc ici, je peux lui demander de mettre un petit espace en mettant, hop, soit au niveau du bouton, allez, plutôt ici, un style égal, et ça sera vraiment spécifique à cet endroit-là. On mettra un margin bottom de 0.20. Et ça fonctionne correctement. Et peut-être aussi un petit padding à l'intérieur, hop, pour le texte, padding, donc ça serait horizontal. Ouais, ça a l'air d'être supporté. On va mettre du 10, histoire d'espacer les choses. Impeccable. Et finalement, je me dis aussi, hop, on va pas s'embêter. Ça, on va l'importer. On va style.input. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Pourquoi se prendre la tête et faire compliqué quand on peut faire simple. Input de point, et on copie tout ce que l'on avait à l'intérieur. Impeccable. Donc maintenant, lorsque je fais une recherche, dès que je vais cliquer ici, j'ai envie de lancer ma recherche. Donc à cet endroit-là, on veut en fait avoir une stack navigation. C'est un petit peu le même principe que celui qui était dans le GIF. En fait, on va aller à une seconde view et quand on reviendra en arrière, on veut revenir à la recherche. Donc on doit créer une stack navigation. Donc ça veut dire créer un nouveau composant et dans ce composant, on va mettre le premier composant de la recherche. Donc ici, je ne vais pas exporter par défaut cette classe-là, que je vais d'ailleurs renommer search, mais je vais créer mon composant
stack navigation. Donc je fais un coup de export, default, stack navigator. Et il faut que je l'importe tout en haut. Donc hop, on va le laisser ici. Donc on fait un coup de import, on importe from React navigation, hop là, navigation, et on importe le stack navigator. Ce stack navigator, c'est ce truc-là que l'on va utiliser à cet endroit-là. Et ça prend un tableau d'options. C'est exactement les mêmes options que pour le tab navigator. On va lui donner un premier lien qui va être la recherche, ça sera search. Et on lui dira, il faut que tu ailles sur l'écran, qui est le composant search qui se situe dans le même fichier. Ensuite, je vais avoir un panneau pour les résultats, donc résultats. Et ça sera pour le coup un écran. Et ça sera le même écran. Temporairement, ensuite on va l'écrire justement. Donc je sauvegarde et j'ai maintenant mon stack navigator qui va être utilisé. Si je regarde au niveau de mon système, je recharge ma petite page et j'ai maintenant une petite barre qui apparaît en haut qui va correspondre en fait à notre barre de titre et on a notre stack navigation. Lorsque je soumets, je vais aller sur l'écran résultat. Donc ici, je peux lui dire, donc on avait appelé la méthode submit, et ça va être exactement la même chose que tout à l'heure. Je veux que tu fasses un vis.props.navigation, ça récupérera la navigation, .navigate, et que tu ailles sur la page qui s'appelle résultat. Et je pourrais lui passer des arguments. Par exemple, je pourrais te passer city et te donner la ville qui a été tapée. La ville qui a été tapée, elle est dans le state. vis.state.city. Impeccable. Je réactualise. Donc là, parfois, si vous faites des gros changements comme ça, rechargez, au moins vous êtes sûr. Je clique sur rechercher et je vois qu'il y a un petit effet de transition. C'est l'effet de transition par défaut sur Android. Et si j'appuie sur la touche de retour, je reviens en arrière. Alors si on veut styliser un petit peu ça correctement, on va donner un titre déjà à nos différents éléments. Donc dans le Navigation Options, on va donner un title ici. Donc le titre, ça sera rechercher une ville. Rechercher une ville. Hop, je sauvegarde. Et j'ai maintenant mon titre rechercher une ville. Impeccable. Je vais créer un vrai composant pour les résultats. Donc ce composant, on va le mettre... on va le créer ici. Bon, normalement, on pourrait faire un peu plus de sous-dossiers, mais on ne va pas se compliquer la vie. On va l'appeler list.js. On est parti. Ça va être la même chose. On importe React from React. Et on importe différents composants from React Native. On crée une simple vue. Donc, on fait un export default. Class. On va l'appeler list. Et ça va extends de React.component. Donc à l'intérieur, on va faire un render et on va rendre simplement un texte. Donc je fais un return et je vais mettre un texte. À l'intérieur de ce texte, on va mettre salut les gens. J'importe ce composant texte ici et je vais créer aussi, tant que j'y suis, la méthode statique navigation options. Que je me souvienne comment ça s'écrivait, c'était dans la partie search. Voilà. Donc j'ai créé cet objet-là et je lui demande simplement de retourner, enfin de mettre un titre. Et le titre, ça sera météo / le nom de la ville demandée. Pour l'instant, on ne sait pas encore comment obtenir cette ville-là. Au niveau de mon search.js, je vais du coup importer ce composant-là. Donc je lui demande d'importer list from list.js. Ensuite, je vais lui demander de l'utiliser à la place de la partie résultat. Voilà. Et maintenant, lorsque je vais cliquer sur rechercher, je devrais arriver sur la partie liste. Alors là, on voit que ça ne correspond pas. Donc je vais recharger ma page, enfin recharger mon application. Je clique sur rechercher et j'ai bien salué les gens. Impeccable. Alors si je veux changer le style du titre, je peux le faire à cet endroit-là. Je peux lui préciser les options à utiliser. Donc, je peux lui faire Navigation Options, lui préciser le header style et lui préciser le header title style pour changer cette couleur ici en rouge et cette couleur en blanc. Vu que j'ai l'intention de changer le header pour tous les écrans à cet endroit-là, je vais carrément créer une constante. Donc je crée une constante Navigation Options. Ça sera un objet. Pour le header style, donc le style du header, je vais piocher dans les styles globaux et je vais créer un nouveau style que je vais appeler header. Et pour le header title style, je vais faire la même chose, je vais créer un style global. Ensuite, je peux utiliser cette propriété pour mes deux routes.
Voilà, ça me permet d'éviter de me répéter. Alors ça va sortir tout un tas d'erreurs parce qu'il va me dire que style.header et style.headerTitle, il ne le connaît pas. Du coup, je vais créer ces deux styles-là. Donc c'est dans le style.js. Hop. Donc on est parti. Au niveau du header, on va simplement mettre comme background color la couleur rouge qui est ici, que je vais sauvegarder dans une variable que je vais appeler red, et que je vais mettre au-dessus, const red égale ce truc-là. Comme ça, partout où j'en ai besoin, j'ai juste à faire appel à red. Voilà. Ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Ensuite, pour le header title, j'ai juste à changer la couleur pour mettre du blanc. Ça permettra d'avoir des headers qui sont un petit peu plus en correspondance avec ce que j'attends. Et je recharge ma page. Ça commence à déjà avoir un peu plus de gueule. Donc lorsque je clique sur rechercher, j'aimerais bien ici qu'on affiche salut les gens de Montpellier par exemple, parce que j'ai tapé une recherche sur Montpellier. Donc au niveau de mon constructeur pour mon composant, c'est le constructeur, si vous vous souvenez, qui me permettait de définir le state. Donc j'appelle la méthode parente, props, voilà, et je vais définir le state pour ce composant. Alors au niveau de ce composant, je vais avoir besoin de la ville, et là je ne sais pas comment le récupérer, et je vais aussi avoir besoin des données, c'est-à-dire ce que l'on va récupérer depuis l'API. Moi je vais appeler ça report, et ça sera pour l'instant nul. Pour récupérer la ville à cet endroit-là, je peux récupérer l'état de mon routeur. Alors pour l'instant on va simplement mettre du nul, donc on mettra du vide, et on va faire un coup de console.log, on va mettre state, et on va récupérer l'état de mon navigateur. Donc on fait this.props.navigation.state. Je sauvegarde ça, hop, là il va essayer de réactualiser, ce qui n'est pas du tout une bonne chose pour moi, donc je force le rechargement, hop, j'ouvre mon IDE, histoire d'avoir la console, je clique sur rechercher, et je vois que dans le state, j'ai les paramètres, et j'ai notamment le paramètre city, qui correspond à la ville qui a été demandée. Donc impeccable, je vais lui demander ici de définir donc this.props.navigation.state.params.city. Voilà, comme ça, la ville sera dans l'état de mon composant. Autre petit problème, c'est que j'ai besoin ici de mettre le nom de la ville. Donc comme je vous l'avais dit, Navigation Options, ça peut être soit un objet directement, soit une méthode qui permet de construire justement l'objet. Donc on mettra ici une méthode, on va lui demander qu'est-ce qu'il a à l'intérieur à cet endroit-là, et on renverra hop, un tableau qui contiendra le titre. Voilà, là pour l'instant je ne change absolument rien. Et je vais faire un compte de console.log et je vais loguer les paramètres que je récupère à cet endroit-là. Je ne sais pas si, encore une fois, je vais les avoir instantanément. Donc on va faire un reload histoire d'être vraiment 100% sûr. Voilà, je clique sur rechercher et on a tout plein de choses. On voit qu'on récupère la navigation et on a la navigation à l'intérieur. Donc nous, ce que l'on peut faire, c'est effectivement lui demander, je veux récupérer seulement la navigation. Et après, à l'intérieur ici de la météo, je peux lui demander de faire une concaténation. Et même, on va utiliser de l'ES6, météo / le nom de la ville. Et pour le nom de la ville, on fait navigation.state.params.city. Exactement ce que l'on avait à cet endroit-là. Du coup, cette fois-ci, dans le titre de la ville, je devrais me retrouver avec ce qui a été recherché. Du coup, maintenant, on a besoin de charger une API, de récupérer la météo et de l'afficher convenablement. Alors, je vais commenter ça. Et dans la ville ici, je vais commenter ça et forcer ça à Montpellier. Pourquoi? Vous allez me dire, tout simplement parce que ça va me permettre au niveau de mon search.js d'inverser ces deux composants. Et de lui dire, je veux que tu charges par défaut la partie résultat. Comme ça, dès que je vais débugger, dès que ça va recharger les choses, ça va m'afficher directement la page qui correspond à la bonne truc. Et pour l'instant, je vais disable load reloading, histoire qu'il réactualise systématiquement vu qu'on va faire quand même beaucoup de changements à cet endroit-là et qu'on voudra refaire appel à l'API. Du coup, le premier truc que l'on va faire, c'est qu'on va afficher un chargement. Donc on va globalement lui dire, au niveau du render, je veux que tu rendes le texte salut les gens, mais si jamais les reports ne sont pas encore disponibles, je veux que tu charges un activity loader. Du coup, à cet endroit-là, on peut lui dire, par exemple, si dans le state, j'ai report qui est nul, ça veut dire que pour l'instant, je n'ai rien qui est chargé. Dans ce cas-là, je voudrais faire quelque chose. Dans le cas contraire, je retournerai le texte avec salut les gens. Dans le cas où effectivement, on a le report qui est à nul, je vais simplement mettre un activity loader. Donc je charge l'activity loader tout en haut. Et ici, je vais lui demander de mettre un activity loader indicator
et on va reprendre les mêmes propriétés. Donc on va mettre une couleur et on va mettre le style général. Donc là pareil, on a besoin d'importer le style. Style from style. Et ça sera ici la couleur style.color. D'où l'intérêt, vous voyez, de séparer les choses. Et on va lui préciser que la taille, ça sera large. Comme ça, on aura un gros loader. Donc si je réactualise la page, il me suffit pour ça de sauvegarder et de reload. Alors des fois, il ne charge pas tout seul, je ne sais pas pourquoi. Et on a maintenant notre petit loader. On peut passer à la partie chargement. On va récupérer le nom de la ville et on va faire appel à OpenWeather. Donc globalement, ça ressemble à ça. Il vous faut une clé d'API, mais c'est complètement gratuit. Il vous suffit de vous inscrire. Vous pouvez rentrer absolument n'importe quel email. Voilà. Et si je tape Montpellier, ça va me donner quelque chose qui ressemble à ça. Et après, à l'intérieur, on pourra récupérer les informations dont on a besoin. Donc pour faire appel à cette API-là, vous pouvez utiliser le fetch natif ou vous pouvez utiliser n'importe quelle librairie. Moi, j'ai utilisé une librairie tiers parce que je suis déjà plus à l'aise avec qu'avec l'API fetch. J'ai eu des résultats un petit peu bizarres. Donc pour la charger, on l'installe. Je fais un yarn add et on va charger Axios, qui permet de faire des requêtes depuis Node.js. Donc on peut l'utiliser avec React Native et c'est ça qui est plutôt sympa. Donc après, vous le chargez en faisant un import Axios from donc Axios. Et vous pouvez l'utiliser. Donc on va se créer une méthode qu'on va l'appeler fetch weather. C'est juste histoire de séparer. Pour le coup, je pourrais la mettre là. Je préfère le séparer. This fetch weather. Voilà. Je fais appel à Axios.get et je lui demande d'accéder à cette page de l'API. Donc cette page, ça ressemble à ça. Donc c'est un long lien. Hop, je vous mettrai le schéma entre guillemets dans la description. Et ensuite, je récupère le nom de la ville qui a été tapé pour récupérer la ville en question. Lorsque cette URL a été résolue, je peux lui demander de récupérer la réponse. Response. Voilà, vous voyez, c'est l'API est ultra simplifiée. Et là, je fais un console.log response.data pour voir un petit peu de quoi il en retourne. Alors, je vais regarder au niveau de mon terminal et je vois que je récupère bien mon objet. Donc, à partir de cet objet-là, je vais pouvoir récupérer les informations. Maintenant, à cet endroit-là, j'ai plus qu'à lui dire, je veux que tu définisses le state en faisant un set state et tu vas mettre, donc report, les données que tu as récupérées depuis la requête, response.data. Automatiquement, maintenant le loader va se masquer et m'affichera les informations. Donc là, je peux ensuite afficher ma vue. Donc mon idée, c'est d'afficher une liste qui affiche les différentes températures. Donc à cet endroit-là, on a deux solutions qui s'offrent à nous. On a la list view qui semble plutôt indiquée par rapport à notre problématique. Et on a aussi la scroll view, qui est, comme son nom l'indique, une vue qui permet de scroller. La scroll view, elle est bien si vous placez des composants un peu n'importe comment. La list view, elle est bien lorsque vous avez une liste de données. Donc nous, c'est exactement ce qu'on a. On a vraiment une liste de données. Si je regarde, mon JSON et que je prends un JSON viewer lambda, voilà, on va prendre le premier truc qui arrive. Je rentre mon JSON et que je formate. Voilà, on a cette liste et cette liste en fait reprend les différents jours. Donc moi, c'est cette clé-là. Elle se retrouvera donc dans report.list. Si je veux utiliser une list view, on voit au niveau de la documentation qu'elle prend un data source et ensuite un render row, où on va lui dire comment rendre chacune des colonnes. Donc on va pour l'instant faire quelque chose de plutôt simple, on va simplement lui demander de rendre la température en pleine journée, donc day. Donc on est parti, je prends cette partie-là, je me dis on va pas se prendre la tête. Je remonte tout en haut, je rajoute la list view à la liste des choses que je veux importer. Et au niveau de ma partie, au lieu de mettre du texte à cet endroit-là, je lui demande de rendre une list view. Je lui donne les data sources, ça sera this.state.report, et je lui demande de rendre les données. Donc ça sera raw data, ça sera chaque élément de la liste. Si je veux les températures, ça sera raw data.temp.day. Donc ici, je mets raw data.temp.day. Et pour pas m'embêter, je l'appelle ça même raw. Je trouve ça encore plus rapide et plus simple. Je sauvegarde, j'essaie de regarder sur mon émulateur. Donc ça n'a pas l'air d'avoir réactualisé, donc je force le reload. Et je tombe sur une erreur. On me dit data source et doit être de type objet. Et ce n'est pas un bon type. En fait, pour utiliser une list view, on ne doit pas avoir simplement un tableau, mais on doit avoir un type bien particulier. C'est ce que vous voyez un petit peu plus en haut.
il faut préparer les data sources. C'est un système qui va permettre ensuite à React de mieux gérer la réactualisation et de savoir quand est-ce qu'il devra recharger une ligne, quand est-ce qu'il devra réactualiser les choses. Et c'est assez poussé en termes de fonctionnement. Et ça vous permet comme ça de faire plein de choses. Nous, l'avantage, c'est que là, hop, on peut se contenter de reprendre ce qui a été donné au niveau de l'exemple. Et là, on a juste à changer un peu les informations en remplissant dans ce data source le state.report. Donc c'est la deuxième ligne que l'on voit. Il fait un ds.clone with rows et il lui envoie ensuite les différentes colonnes. Donc nous, on fait comme ça. ds.clone with rows. Je crois que c'était ça. Hein. Hop. Et on lui passe les informations. Donc après, il y a moyen d'optimiser, mais nous, vu qu'on n'a pas de réactualisation, on n'a pas des colonnes qui changent dynamiquement, tout est chargé d'un coup. Là, on peut écrire les choses vraiment n'importe comment. Mais si vous avez un système de liste où il y a des petits blocs qui peuvent s'interchanger ou des petits blocs qui peuvent s'actualiser, ce système de colonnes, en fait, ce système de data source est beaucoup plus complet. Après, il faut vraiment parcourir la documentation et avoir des cas concrets. C'est vrai que sans cas concrets, c'est pas forcément très pertinent ici. Donc notre truc là... c'est ça qu'il injecte directement dans data source, comme ceci. Cette fois-ci, j'essaie de sauvegarder. Je recharge à cet endroit-là. Et il continue à me sortir une erreur parce que c'est la liste que je voulais récupérer. Donc c'était this.state.report.list. Voilà, pour avoir la liste des jours. Si je me souviens correctement. Voilà, et maintenant, j'ai bien la liste des différentes températures qui s'affichent correctement. Alors moi, je veux styliser ça de manière un petit peu plus correcte. Donc dans ce cas-là, ce que je peux faire, c'est créer un composant qui va représenter chaque ligne. Donc là, on va créer un nouveau composant et on va le mettre dans un dossier Weaver et on va l'appeler row.js qui représentera chacune des lignes. Donc à l'intérieur, je vais importer React, from React. Je fais ensuite mon import traditionnel. Et je fais ensuite un export. J'exporte la classe que je vais appeler default, la classe que je vais appeler row, et j'extends de react.component. Et à l'intérieur de ce composant, on va rendre une petite vue. Donc on fait un return, on va mettre une view. Et on veut globalement la date du jour, ensuite on veut la température toujours, et ensuite on voudra d'autres informations. Donc pour l'instant on va se contenter de mettre la température du jour. Donc je mets un texte, donc j'importe la vue tout en haut, j'importe le texte aussi, et ici je charge mon texte. Et pour avoir la température, je suis un petit peu embêté parce que je suis sur un composant qui est ici, isolé. Donc j'ai besoin de lui passer une propriété. Donc on va lui passer comme propriété l'élément de la liste. Donc globalement, on lui passera l'équivalent de row ici. Donc à la place d'utiliser texte à cet endroit-là, je vais utiliser row que je vais importer. Donc je fais un coup de import. Donc on va l'appeler row from weaver / row.js. On va même l'appeler weaver row. Voilà. Ici, je peux utiliser weaver row comme ceci, et je vais lui passer une propriété. Donc il n'y aura plus de contenu à l'intérieur. Et cette propriété-là, elle va s'appeler day, qui sera les informations concernant la journée en particulier. Et ça sera row. Je vais aussi lui passer l'index. Donc l'index, c'est la troisième clé. Donc ici, on va appeler cette clé peu importe. Enfin, c'est le troisième argument. Et on va lui passer l'index. Donc l'index, ça sera k, comme ceci. Il faut maintenant que je déclare ces propriétés. Donc à l'intérieur de ce row.js, je peux lui demander que les propriétés ont un type particulier en créant une méthode statique prop types. Et je vais lui dire par exemple le jour, je veux que ça soit un booléen. C'est faux, mais c'est juste pour l'exemple. Donc on fait ici react.proptypes.bool pour lui dire c'est un booléen. Et ensuite index, et l'index ça sera un entier. react.proptypes.number. Et il me sort une petite erreur comme quoi il ne trouve pas ce module Weaver parce qu'effectivement j'ai oublié de mettre un /. Voilà. Est-ce que ça lui va mieux? Est-ce qu'il arrête de râler? Non, il a l'air d'avoir complètement craché, donc je vais le redémarrer.
et je vais lui demander de recharger au niveau de mon périphérique. Et vous le voyez tout en bas, on me dit fail proptit, day c'est de type objet, alors que moi je m'attendais à avoir un boolean. Donc c'est à ça que sert cette vérification là. Du coup ici, comme je vous l'ai dit, day ce n'est pas un booléen, effectivement, moi c'est un objet, donc on met object. Et du coup si je fais ce changement là, cette fois-ci il arrêtera de râler et ça va fonctionner correctement. Si ce n'est, bizarrement, qu'il me dit, bon là je m'attendais à avoir un number et j'ai eu une chaîne de caractères. Effectivement, c'est pour ça que c'est important de préciser le typage. Lorsque l'on écrit notre liste, K nous est envoyé sous forme de chaîne de caractères. Nous c'est pas ce que l'on veut, donc on fera un parse int en base 10 de K. Si je recharge mon application encore une fois, cette fois-ci il verra qu'il n'y a pas de problème et ça va fonctionner correctement. Donc au niveau de mon row.js, je peux récupérer maintenant dans mon state this.day.temp.day. Et ça m'affichera la température qu'il fait en pleine journée. Hop. Alors, il ne réactualise pas tout seul des fois, je ne sais pas pourquoi, il capte mal les rechargements. Et cette fois-ci, ça devrait marcher. Si ce n'est que j'ai oublié le props ici. C'est une propriété que je veux récupérer. Voilà, donc je reload. Et j'ai maintenant les différentes températures. Devant, j'ai envie d'afficher la journée, donc lundi, mardi, mercredi ou autre, et j'ai envie d'afficher la date du jour. Donc pour récupérer ça, au niveau de mon JSON, je ne sais pas s'il l'avait conservé, oui, voilà, j'ai DT, et c'est un timestamp, donc je suis un petit peu embêté parce qu'il va me falloir le convertir en date et m'embêter avec ça. Donc heureusement, je peux utiliser plein de librairies, et c'est là que c'est vraiment cool, on a accès à tout l'écosystème de Node.js, je peux utiliser la librairie Moment.js. Donc au niveau de mon terminal, je vais faire un coup de yarn add moment. Ensuite, je vais l'importer pour mon système de colonnes, import moment from moment. Et je vais lui demander de rendre la date. Pour éviter de faire tout un calcul bien compliqué à cet endroit-là, je vais créer un nouveau texte. Je vais ici lui demander de m'afficher le jour, donc lundi, mais seulement les 3 premières lettres. Bon, pour éviter de m'embêter, je vais créer une méthode day. Et ensuite, je vais lui demander de m'afficher la date comme ça, 25/04. Du coup, je vais aussi utiliser une méthode this.date. Et je sépare ça dans des méthodes particulières. Donc pour la méthode day, je vais récupérer la date du jour en utilisant moment. Donc ça fait moment. Je récupère dans les propriétés qui sont passées le dt, qui est le timestamp, et je le multiplie par 1000, parce que moment, ça tend à avoir des millisecondes. Et ça, je le formate en utilisant le format DDD. Ça permet d'afficher 3 lettres. Et ensuite, je return simplement un petit texte. Donc là, j'utilise du JSX. Donc je retourne du texte, et à l'intérieur de ce texte-là, on va mettre le jour que l'on transformera en uppercase. Ensuite, je vais faire la même chose pour la date. C'est relativement simple. Je prends la date, je récupère Moment.js et cette fois-ci pour le formater, je vais le formater comme ceci. Et je n'ai pas besoin du uppercase pour le coup. Maintenant, je vais avoir ces deux éléments qui vont être greffés à cet endroit-là. Si je sauvegarde, il ne va pas réactualiser parce qu'il est trop con. Et si je recharge mon système, j'ai bien Tuesday qui s'affiche. Et je ne vois pas forcément la date, oui, parce qu'effectivement, je ne l'ai pas appelé. Là, j'aurai la date qui va s'afficher et ça fonctionne impeccable. Si je veux les choses en français, je peux importer sur moment la locale fr et ensuite lui dire moment.local et je vais utiliser la locale française, ce qui permettra d'afficher ici mardi au lieu de Tuesday, ce qui est un petit peu plus sympa. Je vais importer aussi, tant que j'essuie, le style général, donc on va l'appeler global style. From, donc c'était, il faut remonter 2 crans en arrière, style.js, et je vais créer le style spécifique pour cette partie-là. Parce que là, j'estime que ça sert à rien de déclarer ce style de manière globale, c'est un style qui va être vraiment spécifique à ce bloc-là, donc je préfère l'intégrer à cet endroit-là, comme ça je pourrais réutiliser ce bloc-là partout où je le souhaite. Donc cette vue, on va la styliser d'une certaine manière, donc là, je fais un compte style égale stylesheet. Sheet.create, hop. Et pour la vue, alors là on est parti, ça va être un petit peu poussé. Alors on va mettre un background color, on va mettre du rouge, donc on va prendre le global style.color. Ensuite je choisis de ne pas mettre de bordure, donc on va mettre 0.
Et histoire qu'il m'affiche les choses en live, pour le coup, je vais réactiver le hot reload. Donc là, hop, bon, il a carrément craché, oui, parce qu'il me disait il y avait un problème, tu n'as pas importé style sheet, effectivement. Du coup, il a décidé d'abandonner complètement. Donc là, on va recharger cette partie-là. Et on active le hot reloading. Voilà, ça va nous permettre d'être beaucoup plus rapide pour ce debug là. Donc au niveau du border width, on est bon. On veut mettre une bordure en bas. Donc ça sera de 1. On veut mettre une bordure bottom color et on va changer la couleur. Donc là, ça sera du rouge un petit peu plus foncé. Donc j'ai juste fait les essais manuellement. Hop, c'était 20, 23 et 40. Et là, dès que je sauvegarde, ça devrait se réactualiser. Si ce n'est qu'il faut que j'utilise le style ici du coup. Hop, et ça sera style.view. Yep. Voilà pourquoi c'est intéressant à cet endroit-là. Donc on avait dit, on était sur le border bottom color. On va mettre un padding horizontal de 20 pixels, histoire d'espacer un petit peu par rapport au bord de l'écran. Et on va mettre un padding vertical à 10 pixels. Voilà. Ça va nous laisser un petit peu respirer. Au niveau des textes, je veux la date à gauche et les températures à droite. Du coup, ben là, il faut que j'utilise les flexbox. Donc je vais mettre un flex à 1, flex de point 1. Et vous allez voir directement l'effet que ça va avoir. Absolument aucun, oui, parce que pour l'instant, j'ai pas mis le flex direction. Donc je mets un flex direction et je lui précise que c'est en row. Et cette fois-ci, les éléments qui sont des enfants de cette vue vont s'aligner correctement. Et histoire qu'il s'aligne un à gauche puis le reste à droite, je vais mettre un justify content en space between. Space between. Comme ça, il mettra de l'espace entre les deux éléments, ce qui permettra de caler les choses correctement. Ensuite, je vais styliser les températures d'une certaine façon. Donc la température, je vais mettre une jolie couleur blanche. Donc pour le coup, c'est chiant, hein. Moi, je ne suis pas forcément fan du JS en CSS, enfin du CSS en JS. Bon, ça se fait, hein, clairement. Mais c'est vrai que ça manque d'autocomplétion et tout. Alors peut-être j'ai pas les modules qui sont corrects à voir. Et on va mettre un joli font size de 22. J'applique ensuite ce style à mon texte. Donc style. Et ça sera style.température. Temp. Voilà. Ensuite, j'ai envie d'afficher le jour ici en bold et en blanc. Et celui-là en blanc. Alors ce que je peux faire, et ça c'est intéressant, c'est mettre en white comme ceci. Donc on va mettre un color de point white. Voilà. Et si vous voulez du bold, vous pouvez faire ça. Donc vous mettez un font weight à bold. Alors dit comme ça paraît pas, mais vous allez voir l'intérêt. L'intérêt après, c'est qu'on peut utiliser plusieurs styles. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, je peux lui dire, je veux que le style, ça soit du white. Mais je veux aussi que ce soit bold. Mais dans ce cas-là, vous lui passez un tableau. Vous mettez white et bold. C'est un petit peu comme si vous mettiez deux classes en fait. Et après, ben, je fais la même chose pour ce style-là, sauf que je mets simplement du white. Donc là, je mets style et white. Et forcément, ça ne va pas aller loin parce qu'il s'attend à voir l'objet style.bold et style.white. Et cette fois-ci, j'ai un style qui correspond bien à mon application. Et vous voyez, ça commence déjà à avoir un petit peu de gueule. Alors, dernière petite chose, j'ai envie d'avoir une petite icône qui représente la météo en particulier. Donc, quel type de temps il va faire. Donc, je vais créer une nouvelle méthode qui va s'appeler icône qui permet de retourner l'icône. Donc, pour avoir le type de météo, il y a une chaîne de caractères qui nous est renvoyée. Je vais créer ça dans une variable que je vais appeler type. C'est this.props.day.weather 0.main. Et ça, je le minifie, tout lowercase. Et ensuite, pour l'instant, je vais faire quelque chose de plutôt simple. Je vais retourner simplement un texte. Et dans ce texte, je vais mettre le type. Maintenant que j'ai cette icône-là, je peux l'utiliser. On va la mettre juste ici. Donc, on fera un this.icône. Ça va me donner clouds, rainy, clear. Voilà à quoi ça ressemble. Moi, je veux utiliser des images à la place. Donc, ces images, je les ai déjà préparées. Hop, elles sont dans un dossier weather. Voilà, et j'ai ces icônes ici. Rain, cloudy et sun.png. Je vais les prendre et les mettre dans un dossier icônes ici. Donc, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler icons. Voilà. Dans ce dossier, je vais y déplacer mes trois images. Et ensuite, je vais faire un petit switch case pour les gérer. Donc tout en haut, hop,
je vais faire un import et je vais importer image. Ensuite, ici, je vais lui dire, bon ben, je vais faire un petit switch case. Donc switch, si le type est de type clouds, ben dans ce cas-là, je veux que tu charges l'image qui va s'appeler require. Elle se situe dans le dossier icons et elle s'appelle cloudy.png. Et ensuite, je break. Si c'est rain, je veux que tu utilises l'image qui se situe dans le dossier require.icons/rain.png. Break et pas berk comme je l'écris au-dessus. Et enfin, quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'il fait beau, hein, default, l'image, je require l'icône qui va s'appeler sunny ou sun.png. Maintenant que j'ai cette image, alors pour éviter que ça pose des problèmes, je vais la déclarer tout en haut. Maintenant que j'ai cette image, à la fin de mon switch case, ben, plutôt que de retourner simplement un texte, je retourne une image et j'auto-ferme cette balise là et je vais lui dire que la source de l'image, c'est ce que l'on a ici. Donc ici, ça sera image. Et après, je lui précise la largeur et la hauteur via les styles. Donc on va mettre width, 2 points, et on utilisera une variable. Comme ça, je pourrai le changer au besoin. On essaie de garder les choses réutilisables. Donc à cet endroit-là, je lui dis maintenant, ben, je peux changer et on va mettre par défaut une taille de 50. Si je réactualise, ben, il va me sortir une petite erreur parce qu'il essaie de recharger les choses et ça ne fonctionne pas. Donc je vais redémarrer ça. Et au niveau des styles, c'est ici qu'il me sort une erreur parce qu'effectivement, ça, ce n'est pas un objet. Et ben là, du coup, on a les choses qui s'affichent correctement. Alors, on a quand même quelques petits détails qui sont pas corrects. Moi, je veux l'icône avant, donc la date. Donc là, ben, il suffit juste d'inverser les choses. La seconde date, on veut pas qu'elle soit en blanc, en fait. Donc là, on n'a carrément aucun style à lui appliquer. Et elle apparaîtra en noir. On veut que cette date-là soit plus collée à ce bloc-là. Donc là, c'est vu qu'on a un système de flex, ben, il essaie d'espacer un peu tous les éléments de manière équivalente. Donc en groupant ces deux éléments dans une vue, hop, ben, ce que l'on va faire, c'est qu'on va avoir ces deux éléments qui vont être collés l'un à l'autre. Et ces deux éléments-là, pour qu'ils soient ben, correctement affichés, il faut les mettre aussi en flex. Donc on met un flex à 1. Et là, on ne se fait pas avoir hein, cette fois-ci. On met un objet, flex 1 et un flex direction en row. Voilà, comme ça, ces deux éléments vont être collés. Et le souci aussi, c'est les alignements ne sont pas du tout bons. Et même la température, là, on va l'arrondir, on ne va pas s'embêter. Donc on va faire un mat.round de ce truc-là. Voilà, comme ça déjà, ça va être fait. Et pour que les éléments soient bien, on va mettre un align items à center. Et vous allez voir, ça va être miraculeux. Ça va bien caler hop, la température sur ça. Et on doit avoir le même align items sur cet élément-là. Donc ce que l'on peut faire, c'est mettre ici un flex, par exemple. Prendre tout ce qui est toujours en commun. Voilà. Et là, remplacer ce code-là qui est un petit peu chiant par du style.flex. Et on va mettre un petit tableau ici. On va lui dire c'est du flex et c'est l'avion en plus. Style.flex. Et ça utilise ça. Voilà. Hop. On est presque bon. C'est juste le space between que l'on veut pas. On le veut ici. Voilà. Est-ce que je suis bon? Impeccable. Et il nous reste juste la petite icône ou ce petit... Allez, la petite icône ou le petit texte sur lequel on va mettre une petite marge. Style égale hop, margin left et on va mettre 20. 10. Et on a comme ça notre petite liste qui s'affiche correctement. Et on va changer même le background color parce que c'était pas comme ça par défaut. C'était du bleu un petit peu plus foncé. Donc dans le background color qui était... je crois que j'avais utilisé du red. Et ici, on va changer la couleur et on va lui demander celle-ci. Donc maintenant, on a notre listing qui s'affiche correctement. On veut par contre changer le premier élément pour qu'il s'affiche de manière un petit peu plus volumineuse. On aura la date au-dessus, on aura ensuite la grosse icône que l'on va vraiment agrandir et la température en bas. Donc là, on peut faire quelque chose de plutôt simple, c'est utiliser la condition sur la propriété qui est l'index. Si la propriété
c'est 0, ça veut dire qu'on est sur le premier élément et on le stylisera différemment. Sinon, on est sur l'autre élément que l'on stylisera de cette manière-là. Donc je vais reprendre les mêmes choses. On va lui donner une couleur différente. Donc là, on va descendre. On va créer... On va appeler ça First View. Et on lui donnera un background color. Et ça sera du rose. Voilà. Du coup, à cet endroit-là, donc on avait dit, si l'index est à 0, cet élément va avoir un style particulier. Pour s'assurer que cet élément est bien sélectionné, on va juste mettre first ici. Et hop, vous voyez que c'est bien celui-là. Donc, pour changer sa couleur, on lui rajoute le style .firstView. Voilà, boum, il va passer en rose. On veut ensuite afficher le texte. Donc, on aura à la fois le day et la date. Donc, on veut l'afficher tout au-dessus. Donc, ça sera comme ça. Cet élément-là, du coup, il ne sera pas en flex vu qu'on veut les empiler. On aura l'icône en dessous qui sera en plus large. Donc on mettra du 90 comme ceci. Le texte ici, il ne sera pas en margin left. Donc on enlève des styles. Par contre, on va en mettre finalement, on va changer la couleur, on va forcer la couleur. Hop, on veut que tout soit blanc. Et on peut même changer le font size. Ouais, bon, on va le laisser comme ça. On va voir ce que ça donne. Impeccable. Et la température, on va vraiment la grossir. Donc on va utiliser un tableau, on va lui donner la température de base. Et on va mettre du bold, et on va lui dire aussi, quoi qu'il a déjà du bold, et on va lui dire aussi de mettre un font size à 35. Et en 2 temps 3 mouvements, je viens de styliser différemment le premier élément de la liste. Et vous voyez, ça rend plutôt bien. Du coup, je vais revenir un petit peu en arrière sur ce que j'ai fait. Donc c'était dans la partie liste. Je vais décommenter ce truc-là. Décommenter ce truc-là. Voilà, alors pour l'instant ça va normalement générer des erreurs. Et au niveau de mon système de recherche, je vais réinverser ces 2 éléments-là. Voilà. Comme ça, on a d'abord l'écran de recherche qui apparaîtra en premier. Je recharge mon application. Je clique sur Montpellier et automatiquement Montpellier s'affiche. Alors le chargement est quasiment instantané et c'est pour ça que j'avais séparé dans une méthode. Je vais lui demander de faire un set timeout. Je vais attendre un certain moment. Et ensuite lancer l'application This Fetch Weather. Et je vais attendre 1000 millisecondes, histoire d'attendre une petite seconde et qu'on ait cette impression de chargement. C'est juste pour voir si on a bien le petit loading qui s'affiche. Je clique sur rechercher, on a le petit loading et ensuite la météo qui s'affiche correctement. Alors maintenant il nous reste 2 choses à voir. Alors la première chose c'est cette icône qui disparaît. Vous remarquez que dès que je fais une recherche elle disparaît. C'est tout simplement dû au fait que la liste ici redéfinit les options de navigation et vu que ça redéfinit les options, on perd le tab bar icon qui avait été défini dans la recherche. Donc une des solutions, bon, il y en a d'autres, c'est de mettre le tab bar icon et de le redéfinir. Et ensuite, du coup, on a besoin de l'image à cet endroit-là. Si on fait ça, automatiquement, ça permet de persister comme ça cette icône-là et elle reste tout le temps. Voilà. Deuxième petite chose, et on aura fini avec cette vidéo, je vous le promets, c'est la partie animation. Comment on peut faire des petites animations. L'idée là, c'est vraiment de faire un tour d'horizon de React. Après, comme ça, vous allez être indépendant. Donc je vais revenir sur ce que j'avais écrit, c'est-à-dire que je vais redéfinir au niveau de ma partie recherche les 2 composants dans le désordre. Voilà. Et dans mon composant result, donc c'était list. Je suis déjà dedans, impeccable. Je vais défaire ça. Je défais ce truc là, je laisse l'icône par défaut et ici je défais la ville et je vais lui dire que c'est Montpellier par défaut. Mon idée c'est de faire apparaître les éléments avec un petit effet d'animation. Donc pour les animations c'est plutôt cool. On a en fait tout un panneau. Donc si vous regardez dans la documentation, vous cherchez animation et en fait vous avez une sorte de composant qui sert d'animation. Donc c'est un composant qui va s'appeler Animated et ensuite plutôt Animated View et ensuite vous allez pouvoir l'utiliser où vous le souhaitez. Donc pour l'instant il faut créer un composant comme vous créeriez un composant lambda. Donc on va le créer dans un dossier particulier qui va s'appeler animation. Donc on est parti, animation / et on va l'appeler fade in view. Ouais, je ne suis pas très inspiré, .js. Après, vous pourriez créer fade in left, fade in right, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, on imagine qu'on a toujours la même animation. Donc, j'importe React, from React. J'importe
Donc là, je vais importer animated, hop, from React Native. Et on est parti. Donc j'exporte une classe par défaut qui va s'appeler FadeInView et elle va extends de React.component. À cet endroit-là, ça ne change rien par rapport à d'habitude. On va avoir un constructeur et ça prendra des propriétés. Ensuite, je fais un super pour appeler la méthode parente et je lui passe aussi les propriétés. Je définis ensuite son state et c'est là où on va avoir besoin du animated que l'on a importé plus haut. Donc animated vous permet d'animer des valeurs. Donc on va donner un nom à notre animation, on va l'appeler pan et on fera un new animated. Alors on peut animer avec value ou on peut animer avec value xy. Là c'est à vous de voir. XY c'est mieux en fait parce que ça permet de créer des vecteurs, donc dans le cas d'un déplacement c'est intéressant, et value c'est plus intéressant si vous avez une seule valeur à faire bouger de manière progressive. Nous on va utiliser XY parce que c'est facilement transformable en transformation, alors que value ça va être un petit peu plus spécifique. Bon bref, hop, ici moi je vais mettre value XY et je vais lui donner la valeur de départ. X ça sera 200 et Y ça sera 0. Ensuite, je vais lui dire dès que le composant est monté, donc pour cela j'utilise la méthode component_did_mount, je vais demander à ce système d'animation de démarrer. Donc je peux faire un animated plutôt, .timing. Je lui passe l'animation à bouger, donc ici c'est this.state.pan, voilà c'est le animated value. Ensuite, je lui passe un tableau qui lui indique comment il doit faire évoluer les choses. Donc je vais lui demander, je veux que tu ailles vers la valeur, x doit arriver à 0 et y doit arriver à 0. Et je peux lui préciser aussi la durée, par exemple duration, et la durée ça va être 3000, donc 3 secondes. Ensuite, je lui demande de démarrer ce truc. Donc voilà, il va faire l'animation. Si vous voulez, c'est juste un système qui permet d'animer les chiffres. Maintenant, on a besoin de rendre notre composant, donc on fait un render, hop. On fait un return et notre composant va être particulier, il va à peu près toujours avoir la même apparence. On fait animated.view, donc ça c'est la vue qui permet de gérer l'animation, et on va lui donner un style particulier. Alors au niveau du style, on lui passera d'abord le style qui est injecté par les propriétés. Donc ça permet comme ça de définir un style depuis notre row.js par exemple. Ça nous permettra de lui envoyer un style et qu'il soit réutilisé. Et ensuite, on va utiliser une transformation. Et c'est là que notre système de animated value est intéressant. Donc on récupère notre animated value et on peut lui demander d'avoir un get translate transform qui globalement va renvoyer la position en X, en Y et faire les transformations entre guillemets CSS, parce que ce n'est pas du CSS, sur votre composant. Donc c'est pour ça que utiliser des values XY pour faire des translations, c'est plutôt intéressant parce que ça se transmet facilement au niveau des animations. Et ensuite, dans cette vue-là, on lui passe les enfants, donc les éléments qui auraient été passés. Donc maintenant, on a créé comme ça notre petit composant qui pourra être réutilisé pour faire des animations. Si on souhaite utiliser ce composant, il suffit de l'utiliser au niveau de nos éléments. Donc dans notre cas, on veut animer chaque colonne. Donc à cet endroit-là, on va importer ce dont on a besoin. Donc on fait un coup de import. J'ai pas besoin de global style, je le retire. Import, donc c'était, on va l'appeler FadeInView. From, donc c'était un cran en arrière. Ensuite c'était dans animation et FadeInView. Maintenant on peut utiliser ce composant. Hop, à cet endroit-là, je vais entourer mes deux views. Hop, de ma FadeInView. Voilà, donc là, hop, FadeInView et je ferme juste après. Et je fais la même chose pour la première. Alors pourquoi je ne remplace pas cette view là par une FadeInView? Tout simplement parce qu'il y a des propriétés, des trucs de flex et du coup ça crée toujours un tas de problèmes. Et maintenant si je recharge, je vois que j'ai cette animation. Si je veux mettre en place un système de délai, mais je peux imaginer créer une propriété ici délai. Et l'avantage c'est que j'ai l'index. Donc je peux utiliser l'index pour le délai. Et je lui prends l'index et je le multiplie par 50. Comme ça, il va y avoir un petit délai de 50 au fur et à mesure. Ce délai, il faut du coup que je l'utilise dans ma FadeInView. Et ici, je peux lui demander le délai. Ça sera this.props.delay. Et voilà.
Maintenant, si je réactualise, alors il faut vraiment recharger pour que les components DeepMount se relancent, mais je vais avoir mes éléments qui vont s'afficher avec un petit délai de 50 millisecondes. Après, ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi d'autres animations. Au lieu d'utiliser le timing, vous pouvez utiliser le spring. Le spring donne un effet en fait de ressort. Donc je vais enlever le delay et le duration parce que ce n'est pas supporté par le spring. Si j'essaie de faire ça, hop, et que je réactualise, vous allez voir, ils vont arriver assez rapidement avec un effet de rebond, c'est assez rigolo. Hop, voilà. Vous pouvez après jouer sur la friction et la tension pour donner une animation plus ou moins rebondie. L'emmerdant, c'est qu'on n'a plus du coup accès en fait au système de délai. Donc ce que vous pouvez faire, c'est chaîner les animations. Donc vous faites animated.sequence et ensuite vous lui passez une séquence d'animation. Donc on va lui passer d'abord le spring et en fait avant de lui demander de faire le spring, on va lui demander de faire un animated.delay et on lui passera le vis.props.delay pour le coup. Voilà comment on peut enchaîner des animations. Donc vous pouvez en mettre plein si vous le souhaitez. Et là, on a comme ça cet effet d'apparition. Le problème, c'est que les éléments, on veut vraiment qu'ils apparaissent depuis le dehors de l'écran. Donc si vous avez besoin de récupérer la dimension de l'écran, vous avez un composant qui est disponible, qui s'appelle Dimensions. Et à cet endroit-là, si on veut les dimensions de l'écran, on fait let. On récupère la hauteur et la largeur depuis dimensions.getWindow. Voilà, si je fais un console.log de cet objet-là, donc on pourrait faire par exemple dimensions. Et si vous voulez voir un petit peu de quoi il en retourne, vous pouvez le faire comme ça. Si ce n'est que, là effectivement j'écris n'importe quoi. Voilà. Donc je recharge et je vais regarder au niveau de ma console développeur. J'ai la largeur et j'ai la hauteur. Donc après, vous récupérez ce que vous voulez. Et nous, d'ailleurs, je suis con, on veut seulement la hauteur, donc on va mettre width. Et vu qu'on a la hauteur, on peut l'injecter à cet endroit-là. Ce qui permet d'avoir maintenant des éléments qui vont apparaître vraiment depuis l'extérieur de l'écran. Et on aura quasiment fini avec cette vidéo. Si ce n'est un dernier petit bug que l'on va devoir résoudre. Donc pour cela, il faut remettre les éléments dans le bon sens. Donc je vais revenir sur la recherche.js. Je vais réinverser ça, donc vous commencez à comprendre où on va aller. Et dans la partie liste, je vais redécommenter ce truc-là et ce truc-là là-haut. Donc le dernier petit problème qui nous reste à régler, c'est que lorsqu'un utilisateur va faire une recherche, s'il tape Montpellier et qu'il appuie sur le clavier ici, il ne se passe rien. Dans ce cas-là, vous pouvez, c'était dans la partie recherche, sur les text input, vous avez un événement qui est l'événement onSubmitEditing. Et on va lui demander de faire la même chose que lorsqu'on l'en soumet. Donc ça sera ici, je vais lancer une fonction qui fera un vis.submit. Ça permet de résoudre ce petit problème-là. Par contre, l'inconvénient, c'est que le clavier parfois reste visible. En tout cas, ça m'arrive sur mon Android qui est une plus vieille version. Donc dans ce cas-là, vous pouvez charger le composant keyboard depuis React Native. Donc vous faites un keyboard. Et dans votre fonction submit, pour vous assurer que le clavier disparaît bien, vous faites un keyboard.dismiss. Dismiss va permettre d'enlever le clavier. Et ça permet du coup de résoudre ce dernier petit bug. Donc maintenant, si je recherche Montpellier, j'ai la météo de Montpellier, donc là c'est un petit peu nuageux. Hop. Si je reviens et que je tape Toulouse, hop là, Toulouse, et que j'appuie, je vais avoir la météo de Toulouse, où là il fait beau jusqu'à dimanche, super, et je peux comme ça utiliser ce petit module de météo. Donc après, si vous le souhaitez, si vous voulez faire des tests sur d'autres téléphones ou autres, ce que vous pouvez faire avec Expo, c'est le publier, et dans ce cas-là, il va générer entre guillemets un bundle et rendre normalement le truc accessible via Expo. Et ça expliquerait notamment pourquoi il a besoin du compte GitHub. C'est comme ça, il publie sur un espace perso à mon avis. Et ça confirme bien ce que je pensais, donc il vous génère en fait ce lien-là, et c'est pour ça qu'il avait besoin du GitHub, ça me confirme mes trucs. Et vous pouvez partager ce lien via Expo, donc d'autres personnes peuvent tester avec Expo sur leur téléphone, vérifier que tout fonctionne, et après vous pouvez compiler une application native à partir de ça. Donc ça, ça sera sûrement pour une autre fois. Donc voilà, je suis désolé si ça a été un petit peu long, mais je voulais vraiment faire le tour un petit peu de tout ce que j'ai pu découvrir sur le sujet pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionnait. Du coup, React Native, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant si vous restez vraiment dans le cadre, entre guillemets, des composants. Par exemple, je vais vous donner un exemple concret. J'ai commencé à me dire,
pour cette vidéo-là, est-ce que je ferais pas une petite application qui montrerait les derniers tutos? Dès que j'ai voulu faire un composant pour afficher une vidéo YouTube, ça a été compliqué parce que forcément j'ai besoin de composants spécifiques pour Android et pour iOS et le système d'expo ne fonctionnait pas. Donc si on reste avec des composants basiques, si vous pouvez créer votre application en utilisant seulement les composants de React Native et en combinant ces composants-là, c'est une très très bonne expérience. Après, si vous avez besoin d'éléments beaucoup plus spécifiques qui vous obligent à avoir recours à des éléments natifs, là ça va être malheureusement beaucoup plus compliqué. Donc essayez de bien évaluer les choses avant de commencer le projet pour savoir si cette solution s'accorde convenablement avec vos besoins. Donc après, si vous avez des idées ou des suggestions de petites vidéos concernant React Native ou des éléments spécifiques que vous aimeriez bien voir réalisés avec React Native, n'hésitez pas à poster un commentaire. Ça pourra m'inspirer pour de prochaines vidéos. Donc je vous donne rendez-vous dans de prochains tutoriels. Ciao!